S'il y a bien une question qui revient à chaque fois, c'est comment est-ce que tu définis tes zones d'entraînement? La fréquence cardiaque, le lactate, les courbes de puissance, des tests, il y a plein de méthodes, ça on le sait. Chaque année, une nouvelle tendance est là pour dire que les anciennes méthodes ne sont plus bonnes. On va voir quels sont les avantages et les limites, la praticité de chacune de ces méthodes afin que finalement tu puisses choisir la méthode qui te convient le mieux. Et on va commencer par la basique, la plus classique, celle qui est utilisée maintenant quasiment par tout le monde, c'est la fréquence cardiaque. Mais pour cette fréquence cardiaque, il nous faut un point de départ. Et le point de départ, c'est tout simplement notre fréquence cardiaque maximale qui va être obtenue la plupart du temps sur des tests d'effort type VMA ou PMA. Une fois qu'on a cette valeur-là, on se met à définir les zones d'entraînement en fonction du pourcentage de la valeur maximale. Par exemple, tout le monde connaît les 75% de fréquence cardiaque max qui représentent la zone 2, la limite de la zone 2. Et c'est vrai que même si ce chiffre apparaît comme sorti d'un chapeau, c'est un chiffre qui est quand même assez vrai pour une très grande partie d'entre nous. Mais la limite de définir toutes ces zones d'entraînement seulement avec la fréquence cardiaque va se passer dans les zones un peu plus hautes. Parce que certains coureurs vont tenir une trentaine de minutes à 90% de leur fréquence cardiaque maximale, quand certains pourront tenir 45-50 minutes, voire plus. Et ça dépend quand même beaucoup de la génétique et de l'entraînement. Et donc, quand on commence à s'intéresser aux entraînements à un peu plus haute intensité, si on n'a pas une autre valeur pour avoir une association de deux valeurs, fréquence cardiaque maximale et une autre valeur qu'on verra un peu plus tard, pour définir ces zones d'entraînement à plus haute intensité, ça devient un petit peu limite. Maintenant, le gros avantage de se baser sur la fréquence cardiaque pour définir ces zones d'entraînement, c'est que en termes de matériel, il suffit tout simplement d'une ceinture. On oublie les montres qui ne sont pas du tout précises, c'est ceinture ou rien. En deuxième moyen, on a tout simplement les tests d'efforts qui sont les plus connus, VMA, PMA, CP20 et 5 km en course à pied. Et là, c'est un peu le même principe que pour la fréquence cardiaque. On fait une extrapolation des données à partir des résultats obtenus pour définir les zones d'entraînement et ce qu'on est capable de réaliser. Le problème, tu l'auras compris, est ici encore le même. On extrapole les données, c'est peut-être même encore pire puisqu'on n'a pas de vérité générale entre guillemets sur cette zone 2. Parce qu'on est vraiment tous différents et on n'a pas tous la même capacité à tenir un effort beaucoup plus long qui sera ce fameux pourcentage de VMA ou de PMA. Si on n'utilise que cette méthode pour définir nos zones d'entraînement, c'est vraiment très limite. Maintenant, l'avantage d'utiliser cette méthode, c'est qu'on a besoin juste de nous, notre énergie, d'un chrono et de réaliser le test à fond. Après ces deux méthodes qui sont finalement les méthodes les plus anciennes, les plus utilisées, on va voir un nouveau test d'effort qui est à la mode depuis quelques années, c'est les tests de vitesse et de puissance critique. C'est un peu le même principe que la VMA et la PMA, on extrapole des données à partir de deux tests, il y a différents calculs, c'est par exemple 3 minutes et 12 minutes à fond, et en prenant un système de calcul que l'on trouve facilement sur Internet, ça va extrapoler les différentes valeurs pour connaître notamment notre seuil de vitesse critique ou notre seuil de puissance critique. Et à partir de ça, on va pouvoir définir nos zones d'entraînement, non plus basées sur les pourcentages de VMA et de PMA ou de fréquence cardiaque, mais basés sur les pourcentages de vitesse critique et de puissance critique. Ils permettent également de connaître W', qui est grosso modo la réserve d'énergie disponible à une certaine intensité. Un peu comme une jauge d'énergie dans un jeu vidéo, cette réserve va se vider progressivement lors d'efforts plus ou moins intenses, et donc va se vider plus ou moins vite, et tu auras besoin de plus ou moins de temps à une certaine intensité, donc plutôt faible, pour récupérer, refaire cette réserve et être capable de nouveau de refaire un temps de maintien plus élevé à une intensité plus élevée. C'est donc une donnée très précise qui permet de calibrer au plus près de la réalité tes séances d'entraînement. Et tu l'auras compris puisque tu as peut-être mis pause pour comprendre correctement ce que j'ai dit juste avant, c'est que finalement cette notion de W' est assez compliquée à mettre en place. Quand est-ce que je peux vraiment refaire mes sources d'énergie?
c'est pareil. Ça, encore une fois, il y a la méthode de calcul, mais on est tous différents et on les refait plus ou moins vite. Et ça reste de toute façon compliqué à mettre en place. Si on additionne le fait de la complexité de W', cette fameuse réserve d'énergie, et de l'extrapolation des données qui reste une extrapolation comme VMA, PMA, on peut dire qu'il y a quand même quelques limites à cette méthode aussi. Maintenant qu'on a vu l'extrapolation de données à base de fréquence cardiaque, de VMA, PMA et de vitesse critique ou puissance critique, on va avoir des données qui sont des données pures et dures. On n'utilisera pas d'extrapolation, ce sera juste j'ai cette valeur et je m'en sers. On va d'abord parler de la courbe de puissance ou de vitesse. Et cette courbe-là, c'est peut-être la plus précise puisqu'elle permet de connaître ses temps de maintien pour chacune des durées choisies. 1 heure, 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. La valeur que vous choisissez, c'est la valeur que vous avez testée et c'est sur ça que vous allez baser vos entraînements. C'est sûrement l'élément le plus précis car le plus représentatif de la réalité. Si tu fais un test de 2 heures, que pendant 2 heures tu vas à fond, que ce soit pendant une course ou un entraînement et que tu vois que tu es capable de tenir 250 watts sur ces 2 heures, il n'y a pas eu d'extrapolation. C'est juste ce que tu es capable de tenir. Donc c'est le plus précis. Le problème de cette méthode, c'est que oui, tu es capable de tenir pendant 2 heures. Mais est-ce que tu vas tester tous tes temps de maintien tous les jours? Non, ça je pense pas. Et donc, si le test d'1 heure, par exemple, tu l'as pas fait depuis 6 mois ou 1 an, est-ce que aujourd'hui, tu es toujours capable de tenir la même puissance, plus ou moins? C'est compliqué d'avoir une courbe de puissance à jour et à jour en fonction de l'intensité demandée. Parce que par exemple, aujourd'hui, tu peux avoir une puissance de 1000 watts sur 10 secondes parce que lors d'une course, il y a eu un effort de 10 secondes qui t'a donné ces 1000 watts. Mais est-ce que tu étais vraiment à fond? Est-ce que tu as tout donné? C'est donc compliqué de la garder à jour tout le temps, en continu, toute l'année. Cette méthode est donc la plus précise sur le papier, mais elle reste quand même compliquée à mettre en place correctement dans sa totalité sur tous les temps de maintien, ce qui fait que c'est pareil, ça reste une méthode avec la limite de ne pas avoir des données à jour tout le temps. Enfin, on va parler du lactate testing, évidemment, les tests de lactate, puisque c'est peut-être la méthode la plus à la mode actuellement. Pour le fonctionnement, vous le connaissez peut-être, on va faire des paliers plus ou moins longs, 6, 8, 10 minutes, et à la fin de chacun de ces paliers, on va se piquer une petite goutte de sang pour voir si les niveaux de lactate sont corrects avec tout un système de baseline et de courbes. On n'est pas là ici pour détailler précisément les tests, donc on va pas passer un quart d'heure dessus, vous inquiétez pas. Mais grosso modo, lorsque la courbe reste à peu près stable avec une petite inflexion, on sait qu'on a atteint le seuil 1 et lorsqu'une grosse inflexion se passe, on dépasse le seuil 2. Grosso modo, c'est comme ça qu'on va se tester et après, la durée des paliers, comme je vous l'ai dit, c'est plus ou moins long, 6, 8, 10 minutes. C'est normalement le test le plus précis pour définir ces zones d'entraînement puisqu'on a tout ce qui est facile en dessous de son seuil 1. Entre le seuil 1 et le seuil 2, c'est ce qu'on va appeler grosso modo les zones tempo. Et au-dessus de son seuil 2, c'est la très haute intensité. Le problème de ces tests de 6, 8, 10 minutes, même si on dit qu'au bout de 10 minutes, normalement la valeur de lactate est montée, quel est ton vrai seuil au bout de 2 heures d'entraînement? Est-ce que si tu fais un test de 10 minutes à par exemple 240 watts et que tu as défini ton seuil 1 en début d'entraînement, est-ce que ton seuil 1 est toujours à 240 watts au bout de 2 heures et demie d'entraînement, si jamais tu fais des intervalles et que ton but est de travailler cette zone-là. On a une méthode pour vérifier ça, c'est que tout simplement, lorsque tu fais ton entraînement, une fois que tu as fait tes premiers tests, par exemple tu es au bout de 2 heures et quart d'entraînement, tu vérifies, tu fais un petit check, donc comme le jour du test, tu te piques, tu vérifies. Si ton taux de lactate est correct, eh ben c'est bon, tu es encore dans ton seuil 1. Si c'est plus correct et que tu vois que tu as eu une inflexion, eh ben là, tu dis, bon, bah finalement, au bout de 2 heures et demie, je vais devoir réduire un peu. Le problème, c'est que si tu veux être très précis, tu dois te tester à chaque entraînement. Et donc, je te laisse imaginer la logistique, le coût, la charge mentale. Ça paraît quand même chiant. Tes entraînements vont se rallonger, ça va te coûter un bras. Au niveau de la tête, tu vas péter un câble parce que tu vas dire faut que je fasse mes tests, faut que j'ai ci, est-ce que j'ai ça? Et je te laisse imaginer en hiver, hein. C'est horrible. Donc pour moi, tu l'auras compris, ça reste quand même une méthode très précise, ça je ne l'enlève pas, hein, mais une méthode très compliquée à mettre en place. Si tu es pro avec quelqu'un qui te suit pendant tes entraînements,
c'est le paradis, c'est génial, t'as quelqu'un qui te teste à chaque fois, pourquoi pas, franchement, c'est le plus précis et t'as pas besoin de t'en occuper puisque t'as quelqu'un qui vient faire tout le travail pour toi. Par contre, pour le commun des mortels, je suis pas certain que ce soit le plus optimal. Une fois qu'on a dit tout ça, quelle méthode est-ce qu'on va choisir? Parce que finalement, c'est bien de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça tout seul c'est nul, mais comment je fais pour définir mes zones d'entraînement correctement? Ce que je conseille, c'est l'association de deux méthodes plus un ressenti. C'est ce qui marche le plus souvent, on est suffisamment précis et ça donne de bons résultats. Tu peux par exemple associer des tests de puissance et de vitesse à ta fréquence cardiaque maximale. Si on prend le vélo, une fois que tu as ta fréquence cardiaque maximale, ta PMA et ton CP20, que tu as extrapolé les données de PMA et de CP20 et que tu te sers de tes zones de fréquence cardiaque pour un peu calibrer les deux, vérifier là je suis trop haut, là je suis trop bas et tu rajoutes à ça ton ressenti, généralement tes zones d'entraînement sont quand même très proches de la réalité, voire complètement exactes. Personnellement, c'est ce que je fais sur moi et sur ceux que j'entraîne. Je leur fais faire des tests de VMA, de PMA, de CP20, de 20 minutes en course à pied. Ensuite, avec de la fréquence cardiaque, j'extrapole les données et en fonction de ça, je définis les zones d'entraînement. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, puisque ce n'est pas fini, on fait des tests lors des entraînements eux-mêmes, puisque chaque entraînement finalement est un test. Le ressenti sera là pour dire « Ok, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord ». Et en validant de semaine en semaine, on obtient également une sorte de courbe de puissance plus précise et finalement les zones d'entraînement se définissent toutes seules, petit à petit, de semaine en semaine. Et tout ça de façon très précise, sans avoir besoin de faire par exemple du lactate testing. Et après tout ça, tu redéfinis tes zones d'entraînement progressivement en validant tes entraînements. Si par exemple au début de la programmation ta VMA était à 16 km/h et que tu me valides un 10x400 à 18,5 km/h, ta VMA a augmenté et tu n'as pas besoin de refaire un test, tu n'as pas besoin de définir tes zones. Tu l'as fait progressivement avec tes entraînements. Tu t'es rendu compte que tu t'es amélioré et donc tu augmentes petit à petit. Et c'est comme ça que tes zones d'entraînement se mettent à jour de mois en mois et d'année en année sans avoir besoin de refaire des tests. Donc ce que je te conseille, c'est pas forcément de prendre ma méthode, mais c'est d'associer deux méthodes et un ressenti. Et avec ça, normalement, tu verras que toutes tes zones d'entraînement seront très précises, que lorsque tu seras en endurance fondamentale, tes entraînements seront faciles et quand tu seras à très haute intensité, tes entraînements seront difficiles. J'espère t'avoir suffisamment éclairé pour que tu puisses correctement définir tes zones d'entraînement et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.